Aujourd'hui, nous abordons un sujet, je ne sais pas si j'ose dire hautement inflammable, en tous les cas sujet de polémique depuis longtemps déjà, et de polémiques qui reviennent très régulièrement dans l'actualité parce que instrumentalisé, à mon avis, par un certain nombre de personnes et de personnalités politiques. C'est le sujet donc de l'école. Donc depuis l'affaire de Creil en 1989, la loi de 2024 2004 sur l'interdiction des signes sensibles à l'école, l'affaire de la crèche Babylou, l'affaire des mères accompagnatrices de sorties scolaires. Enfin voilà, autant de sujets qui ont donné lieu à de nombreuses polémiques qui ne sont pas du tout encore forcément résolues. Donc pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Gwenaëlle Calves, qui est professeure de droit public à l'université de Paris-Cergy, directrice d'un diplôme universitaire de laïcité et principes de la République, dont elle nous a parlé un petit peu tout à l'heure et qui est particulièrement intéressant. Peut-être vous pourrez nous en dire également un tout petit mot. Alors, vos recherches très nombreuses ont porté particulièrement sur les discriminations, la liberté d'expression, la laïcité. Et dans vos très nombreuses publications, je dois dire, je voudrais quand même citer 4 ouvrages. Envoyer les racistes en prison, le procès des insulteurs de Christiane Taubira en 2015. Territoire disputé de la laïcité, 44 questions plus ou moins épineuses. La discrimination positive, et puis en 2022, un livre qui s'appelle tout simplement La laïcité. Voilà, eh bien je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup Madame Darrieussecq, merci à l'Université populaire du 14e pour cette invitation, et merci à vous tous et toutes de vous être levés de bon matin quand même pour un samedi, pour venir débattre de la laïcité scolaire dans le cadre donc de ce cycle. Alors, le thème de la laïcité de l'école, dans ce cycle de conférences sur la laïcité, c'est un thème très important, me semble-t-il, parce que quand on dit que la France est une république laïque, article 1er de la Constitution, on dit bien que le principe de laïcité s'impose à l'ensemble des personnes publiques et à l'ensemble des services publics, donc y compris au service public de l'enseignement. La laïcité de et à l'école est donc une déclinaison de la laïcité de la République. Mais cette déclinaison présente de très fortes spécificités que je voudrais vous présenter à titre introductif. Je reviendrai après plus longuement sur certains points, à la fois dans ma présentation et puis bien sûr, si vous le souhaitez, lors de la discussion. Ces spécificités, on peut les envisager sur 3 plans. Là, je les distingue de manière un peu artificielle, puisqu'en réalité, naturellement, ces 3 plans sont imbriqués les uns aux autres. Le premier plan, c'est le plan juridique. Bon, vous l'avez dit, je suis professeur de droit, donc je vais commencer par là, assez naturellement. La laïcité scolaire est régie par ses propres textes. Elle obéit à un droit qui lui est propre. C'est un droit foisonnant, dynamique, qui est édifié sur le fondement d'une disposition constitutionnelle spéciale, que je vous lis. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir pour l'État. Ce devoir de l'État découle du droit de l'enfant à l'instruction. Alors, un cran en dessous dans la hiérarchie des normes, le Code de l'éducation comporte un chapitre entier intitulé « La laïcité de l'enseignement public ». Ce chapitre reprend la substance de différentes lois qui se sont succédées depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. La dernière disposition en date dans ce chapitre, elle est issue de la loi Blanquer du 26 juillet 2019. Elle est relative à la protection par l'État de la liberté de conscience des élèves. Elle incrimine, y compris aux abords des établissements scolaires, les comportements de pression sur les croyances des élèves, les tentatives d'endoctrinement des élèves. Alors bon, cette disposition n'a pas reçu beaucoup d'applications, mais enfin, elle existe. Cette spécificité juridique de la laïcité scolaire, elle est le reflet d'une deuxième spécificité, qui est une spécificité historique. L'école publique, vous le savez, a été séparée de l'Église catholique bien avant que l'État ne soit séparé en 2005 des églises, de toutes les églises. Et pour une large partie des républicains des années 1880-1890, la laïcisation de l'État
n'était pas à l'ordre du jour. Pour eux, la laïcisation de l'école publique n'entraînait pas nécessairement la laïcisation de l'État, le régime, la fin du régime des cultes reconnus. Par exemple, Paul Bert, un des grands artisans de la laïcité scolaire, mais Jules Ferry aussi, n'était pas séparatiste au début de la Troisième République. Mais bon, on a dû vous l'expliquer dans les séances précédentes. En fait, les événements se sont précipités et finalement, la séparation a eu lieu plus tôt que prévu, en 1905, avec l'adoption de la Grande Loi qui a privatisé le service public des cultes. Mais il n'y a aucun rapport avec la laïcité scolaire. La laïcité scolaire, elle est antérieure, vous l'avez compris, à 1905, depuis 20 ans. Hein. Et puis, les textes abrogés en 1905 ne concernaient ni de près ni de loin l'enseignement. Donc je ne dirai plus un mot de la loi du 9 décembre 1905. Ce serait faux juridiquement, ce serait faux ou aberrant même d'un point de vue historique, et surtout ce serait un contresens sur le troisième plan où se marque la spécificité de la laïcité scolaire. C'est le plan politique. En effet, la laïcisation de l'école publique, qui a requis un effort opiniâtre, qui a suscité d'immenses conflits, poursuivait deux objectifs. D'abord, assurer la liberté de conscience des élèves, mais surtout à l'époque des maîtres. Ensuite, faire des citoyens, fabriquer du commun. Et ce double objectif, l'école aujourd'hui le poursuit encore, tant bien que mal. Vous connaissez le sous-titre de la charte de la laïcité à l'école. La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Donc, l'invocation de la loi de 1905 dans les discussions sur la laïcité scolaire repose sur un contresens que personnellement je trouve assez inquiétant, parce que ça revient à confondre des enfants et des adultes, ça revient à nier la mission de l'école comme institution tournée non pas vers des citoyens, mais vers de futurs citoyens. La loi de 1905 régit des adultes libres et responsables que l'État, sauf erreur de ma part, n'a pas du tout pour mission d'éduquer. La laïcité de et à l'école ne peut donc pas s'entendre de la même façon que la laïcité de et dans la République. Elle est juridiquement, historiquement, politiquement propre à l'école. Alors, pour mesurer cette spécificité, je vous propose de revenir sur le processus de séparation de l'école et de l'Église, œuvre majeure des débuts de la Troisième République. C'est ce que je vais faire donc dans un premier temps, et j'aborderai ensuite plus brièvement la question de la laïcité scolaire aujourd'hui, puisque comme ça a été dit dans l'introduction, la laïcité scolaire aujourd'hui soulève une variété importante de problèmes sur lesquels nous pourrons revenir dans la discussion. Mais je vais donc commencer par un survol d'une période historique incroyablement riche et passionnée, dont je ne pourrais évidemment pas restituer l'ampleur, parce qu'il a fallu 25 ans de combat entre 1879, l'arrivée au pouvoir des Républicains, et 1904, la suppression de l'enseignement congréganiste. 25 ans de combat, donc, pour réaliser l'œuvre de laïcisation de l'enseignement. Je m'en tiendrai à quelques points essentiels, centrés sur la législation, qui a permis de faire advenir la trilogie que vous connaissez tous, gratuité, obligation, laïcité. Alors, initialement, cette trilogie devait être adoptée d'un bloc. Il y avait plusieurs propositions qui avaient été déposées en ce sens dès 1877, notamment par le député de Lyon, Baraudet. Mais les républicains dits de gouvernement, emmenés par Jules Ferry, ont pensé que une loi unique, une loi d'une ampleur comparable à celle de la loi Fallou, ou comparable plus tard à celle de la loi de 1905, une loi unique donc se heurterait à des résistances insurmontables. Et donc Ferry a eu cette idée d'une stratégie de l'engrenage, d'une stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'une loi unique, on allait procéder par étapes, en adoptant successivement des lois dont l'objectif serait apparemment limité, mais qui franchiraient chacune un nouveau seuil, qui conduirait logiquement au suivant, pour nous amener au but, la laïcité de l'école publique. Alors, par école publique, je précise qu'il s'agit uniquement de l'école des enfants du peuple. L'école de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'école des petites classes, les petites classes des lycées, n'étaient pas jugées prioritaires. Les seuls lycées qui ont été concernés par les lois de laïcisation scolaire, ce sont les lycées de jeunes filles, avec la loi Camille C du 21 décembre 1880. Mais la trilogie dont je vous parle, gratuité, obligation, laïcité, ne concerne que, à l'époque où je me situe, l'enseignement
primaire qui recevait les enfants du peuple. Alors je vais m'en tenir à 3 lois pour présenter cette trilogie. C'est une présentation terriblement réductrice parce qu'elle se limite à 3 lois, je le redis, et c'est réducteur parce que ces lois ont été préparées, étayées par beaucoup d'autres lois de portée politique moindre. C'est toute l'idée de la stratégie de l'engrenage. Et puis ces lois, elles ont été accompagnées, souvent précédées, par une impressionnante production réglementaire. J'en parlerai pas non plus à mon grand regret, mais la masse des circulaires, instructions, règlements modèles, discours ministériels, tout ça, ça compose un ensemble d'une hauteur de vue, d'une intelligence qui laisse sans voix. Vous pouvez, si vous voulez, vous taper sur votre moteur de recherche Persée éducation, Persée comme le roi grec, avec un E à la fin, et là vous tombez sur une mine de textes absolument inépuisable, avec notamment aussi les revues professionnelles des instituteurs et des institutrices, qui étaient extrêmement actifs à cette époque. Donc je ne parlerai pas des autres lois, je ne parlerai pas de la production infralégislative, et puis je ne parlerai pas non plus de la manière dont ces 3 lois ont été conçues et reçues dans un espace de discussion publique, de débat public, qui aujourd'hui fait complètement rêver. C'était un débat public à tous les niveaux de la société, à toutes les échelles géographiques, dans un pays qui, à l'époque, était marqué par une grande diversité culturelle, politique, religieuse. Un débat public qui s'exprimait sous des formes dont la variété est éblouissante. Vous avez des réunions publiques qui pouvaient réunir jusqu'à 4000 personnes, et il n'y a pas de micro. Des réunions publiques, des pétitions, des pamphlets, des essais, des prêches dans les églises, des articles dans la presse, l'affichage sur les murs, des grands discours parlementaires. Vous savez, la Chambre parfois votait l'affichage, et donc on affichait dans les communes de France les grands débats, les grands discours de politique scolaire, notamment, des cartes postales, des caricatures, des chansons, des manifestations, bref, un ensemble extraordinaire de prise de position, de participation à accompagner l'œuvre législative dont je vais vous parler. Mais moi, je n'ai pas le bonheur d'être historienne de la vie politique de la Troisième République, donc je vais me tenir à ces 3 lois adoptées en 1881, 1882 et 1886. Alors, je vais les passer en revue dans l'ordre chronologique. 1881, c'est l'année où est adoptée le 16 juin la loi qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Jusqu'à cette loi, le système était celui qu'on appelait de la rétribution scolaire, c'est-à-dire que les parents, les familles, versaient aux communes une somme pas très élevée, de 50 centimes à 1 franc par mois, pour contribuer au traitement des maîtres. Enfin, symboliquement, ils payaient. Alors, au moment où la loi est adoptée, les communes exonéraient déjà un très grand nombre de familles, au point que ce qu'on appelait les élèves gratuits étaient déjà plus nombreux que les élèves payants. Depuis 10 ans, quand on est arrivé en 1881, donc le tournant c'est 1872 plus précisément. Mais le principe de la gratuité absolue, dont vous mesurez bien le poids symbolique, était soutenu par un vaste mouvement d'opinion, dont le fer de lance était la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement, avec notamment ses universités populaires, a joué un rôle essentiel dans le mouvement de laïcisation de l'école publique. Et la Ligue avait organisé une pétition à la fin des années 1870 qui avait recueilli plus d'1 300 000 signatures. Vous vous rendez compte, dans un pays comme la France de l'époque, où les moyens de communication n'étaient absolument pas ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ce chiffre considérable réuni dans cette pétition traduisait bien cette demande de gratuité et de caractère obligatoire de l'école, à quoi s'était ajoutée également la laïcité. Donc toujours cette trilogie. Bref, dans ces conditions, la loi qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques a été adoptée sans grande difficulté. D'ailleurs, des pays voisins du nôtre nous avaient déjà devancés. Donc ce n'était pas une innovation dans l'Europe de l'époque. Essentiellement, la droite à la Chambre, au Sénat, essentiellement a opposé l'argument de la pente glissante, c'est-à-dire un argument qui se présentait en l'occurrence sous 2 formes différentes. D'abord, premier argument de la pente glissante, si l'école, le pain de l'intelligence, est gratuite, pourquoi pas demain le pain tout court? Donc là, l'argument c'est jusqu'où irons-nous dans la dépendance à l'égard de l'État
N'est-il pas préférable de laisser se développer la libre initiative, la libre concurrence? Deuxième version de l'argument de la pente glissante, si l'école est gratuite, rien ne s'oppose à ce que demain elle devienne obligatoire et après-demain laïque. Et donc cette stratégie des petits pas ou de l'engrenage retenue par Jules Ferry, vous pensez bien qu'elle avait échappé à personne. Surtout pas à l'opposition. Comme avait dit un sénateur, il avait lancé à Ferry, mais vous voulez tout simplement que l'État paie afin qu'il soit maître de tout. De fait, même s'il n'était pas prévu de remettre en cause la liberté de l'enseignement primaire, vous savez que la liberté de l'enseignement primaire a été consacrée en 1833 par la loi Guizot, il y avait peu d'écoles privées catholiques à l'époque en France. En 1881, elles étaient rares. Et l'opposition craignait qu'elles ne résistent pas à la concurrence d'une école gratuite. Parce que Ferry avait annoncé très fermement que jamais la République ne subventionnerait des écoles privées. Ça, c'était un point non négociable et qui est resté longtemps non négociable. Vous savez que ce n'est plus le cas. Donc ces arguments contre la gratuité, je signale qu'on l'argument de l'engrenage, l'argument du poids de l'État, l'argument de la concurrence déloyale vis-à-vis des écoles privées qui sont nécessairement payantes, qui étaient nécessairement payantes. On va retrouver ces arguments en 1930, parce qu'en 1930, la gratuité s'étendra à l'enseignement secondaire. C'est ça, classe par classe, 6e, 5e, 4e, progressivement dans les lois de finances des années 30. Deuxième date, autrement plus fondatrice, puisque l'obligation, comme je viens de vous le dire, a finalement été adoptée sans immenses obstacles. Deuxième date, 28 mars 1882. 28 mars 1882, c'est la date de la promulgation de la loi sur l'enseignement primaire obligatoire. Le titre est un peu trompeur, vous allez le voir. L'obligation scolaire, tout le monde comprend ce que ça veut dire que les familles ont l'obligation, à peine de sanction, de faire instruire leurs enfants, mais l'instruction obligatoire était prévue sous 3 formes, à l'école publique, à l'école privée, en famille. Dans ces 2 dernières hypothèses, en famille ou dans l'école privée, l'État se réservait un droit de regard sur l'instruction dispensée. Donc le principe, c'est le principe de l'obligation de l'instruction, et en tant que tel, il aurait pu être accepté assez facilement. Et c'est pour ça que Jules Ferry disait on va en rester là, on garde la laïcité pour un 3e temps. Mais il y a eu une trop grosse pression sur lui venant du bloc républicain, et il s'est trouvé contraint d'ajouter au principe de l'obligation scolaire 2 éléments essentiels de la future laïcité scolaire. Premier élément, la laïcité des programmes. Deuxième élément, la laïcité du local scolaire. Le dernier élément, ce sera la laïcité des personnels, et ça, ce sera 1886. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, pour que vous mesuriez le conflit entre la prudence de Ferry et l'impatience de l'aile gauche du bloc républicain, je vous propose de vous présenter 2 versions de l'article 1er du projet Ferry d'une part, de sa réécriture à la Chambre par la commission que présidait Paul Bert. Je vous lis la version Paul Bert. Bon, à un moment donné de la procédure, parce que les débats ont duré 1 an et demi, donc tout ça a évolué, mais je vous lis cette version qui me semble la plus parlante. L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles primaires publiques des divers ordres. Ça, c'est la laïcité des programmes. L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles primaires publiques des divers ordres. Elle sera facultative dans les écoles privées. Deuxièmement, le règlement des écoles publiques déterminera les heures qui devront rester libres pour que les enfants puissent, au gré de leurs parents, aller recevoir en dehors des bâtiments scolaires l'enseignement religieux de la bouche des ministres des différents cultes. Vous voyez, en dehors des bâtiments scolaires, c'est ça qu'on appelle la laïcité du local scolaire. Concrètement, très simplement, les ministres du culte ne peuvent plus y entrer. Il s'agissait de marquer la fin d'une caractéristique essentielle et très humiliante pour les instituteurs de la loi Fallou, qui était que les ministres des différents cultes, et essentiellement du culte catholique bien sûr, avaient accès à tout moment au local scolaire pour y exercer leurs droits de surveillance. La loi Fallou prévoyait expressément, je cite, que l'entrée de l'école est toujours ouverte aux ministres du culte. Donc là, il fallait prendre le contre-pied de cette intrusion institutionnalisée, de cette immixtion systématique. Il s'agissait de tracer une frontière nette. Ici, c'est l'école.
Là-bas, c'est l'église, le temple, la synagogue. Bon, c'est le fameux slogan « L'instituteur dans son école, le prêtre dans son église ». Alors, avec cette version de l'article 1er, on cherchait à renouer explicitement avec l'héritage révolutionnaire, plus précisément avec la pensée de Condorcet, ce qui n'échappait pas non plus à la droite catholique. On s'ancre dans un héritage révolutionnaire qui continue à diviser très profondément la scène politique française, les familles politiques en France. Alors à ça, le gouvernement opposait un texte plus accommodant, plus prudent, que je vous lis en l'assortissant de quelques commentaires. L'enseignement religieux ne fera plus partie des matières obligatoires de l'enseignement primaire. Vous entendez la différence, ne fera plus partie des matières obligatoires. Ça veut dire que, à titre facultatif, finalement, il pourra toujours être présent. Alors que Paul Bert disait l'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles primaires. Donc on a là une version plus molle, plus accommodante. Deuxièmement, le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation des enfants à l'instruction religieuse. Alors ça, c'est pas du tout une nouveauté, la loi Guizot de 1833 l'avait déjà prévu. On n'instruit pas religieusement un enfant contre le gré de sa famille. Ça, c'était un acquis, mais il valait mieux le redire, le réaffirmer, estimait Ferry. Enfin, l'instruction religieuse sera donnée aux enfants dans des écoles primaires publiques par les ministres des différents cultes. Ça, c'est important parce que, avant, sous l'empire de la loi Fallou, qui donnait l'instruction religieuse ? L'instituteur et l'institutrice. C'est-à-dire qu'il devait faire réciter le catéchisme et les prières, il devait enseigner l'histoire sainte, il devait conduire les élèves à la messe, etc. etc. Pour ceux qui n'étaient pas adhérents au culte catholique, vous imaginez. Et tout ça sous la surveillance, naturellement, du ministre du culte. Et donc, désormais, il s'agissait de le décharger complètement de ces tâches qui incomberaient exclusivement au ministre du culte. Donc, cet enseignement, je termine cette version de l'article 1er, cet enseignement, l'instruction religieuse, sera donné soit dans les édifices consacrés au culte, soit, si les ministres du culte le demandent, dans les locaux scolaires. Donc là, Ferry ne voulait pas aller jusqu'à la laïcité du local scolaire. Il redoutait notamment que dans les campagnes, ce soit perçu comme quelque chose de vraiment vexatoire. Ce que c'est vexatoire, vous n'entrez plus. Là, il y a une frontière, on dit aux prêtres qu'ils n'entrent plus. Notamment, il n'aura plus la clé. Alors que, symétriquement, depuis 1884, le maire avait la clé du clocher. Donc, l'idée, c'est, voilà, vous avez la clé du clocher, moi, je peux bien avoir la clé de l'école. Eh bien, ça, c'était ce que Ferry proposait à titre de pierre d'attente. Ça n'a pas marché, parce qu'entre les versions Bert et Ferry, la lutte a été intense au sein du camp républicain. Bon là, la droite ne participait pas du tout à ce combat, puisque de toute façon, eux, ils ne voulaient pas du tout de laïcisation des programmes, encore moins de laïcisation du local. Mais c'est donc une lutte au sein du camp républicain qui a été tranchée par les urnes, puisqu'il y a eu les élections législatives d'août 1881, qui ont, où clairement, s'était posé, parce que je vous redis, il y avait des réunions publiques, énormément de professions de foi qui avaient mis des candidats aux élections législatives, qui avaient mis à leur programme prise de position sur l'une ou l'autre de ces deux versions que je viens de vous présenter. Et donc les urnes ont tranché, et Ferry a dû, les républicains de gouvernement ont dû se rallier à la version Paul Bert qui est actuellement la nôtre, enfin plus ou moins. Sur la laïcité des programmes, c'est la nôtre. On a aujourd'hui un article 1er qui n'est plus libellé comme ça, bien sûr. L'article 1er de la loi Ferry commence par dire l'instruction, parmi les programmes de l'enseignement primaire, la première matière, c'est l'instruction morale et civique. Et cette première matière se substitue à la première matière de l'enseignement Fallou, de la loi Fallou, l'instruction morale et religieuse. Donc ici, on a la proclamation de la laïcité des programmes, une proclamation sous une forme pas très ronflante, on est d'accord, le mot laïcité d'ailleurs n'est pas prononcé, mais enfin, la laïcisation des programmes est prononcée, proclamée, au terme de débats acharnés, c'est-à-dire que dans l'école publique, l'instruction religieuse a purement et simplement disparu. C'est un séisme, il faut bien le mesurer, c'est d'ailleurs unique aujourd'hui encore dans toute l'Europe. Il n'y a pas d'instruction religieuse dans l'école publique française. Elle a disparu des programmes, elle est aussi rejetée en dehors du temps et de l'espace scolaire.
C'est ce qui est devenu l'article 2 de la loi Ferry, aujourd'hui codifié à l'article L141-3 du Code de l'éducation, donc toujours en vigueur, que vous connaissez. Les écoles élémentaires publiques, VAC, un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Donc, entre l'école et l'église, la frontière, le cordon sanitaire est installé. Et je peux vous citer la grande thèse de Benoît Mély sur la laïcisation de l'école dans une perspective comparée, compare avec d'autres pays qui étaient équivalents d'une autre à l'époque en termes de développement à la fois démocratique et économique. Je le cite, « La laïcité de l'école primaire française acquiert ici son allure historique, celle d'une victoire complète sur l'Église catholique. » Et vous comprenez, c'est une victoire par expulsion. On expulse le dogme, l'enseignement du dogme, et on expulse les ministres du culte. Alors il manquait encore un élément pour bouter complètement la religion catholique en dehors de l'école, et il restait à en exclure ses ministres. Je vais expliquer, parce que c'est la troisième et dernière loi, la loi Goblet du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. Cette loi Goblet du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, elle a requis 50 séances parlementaires, 5 ans de débats acharnés. Parce que l'enjeu était de savoir, ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais bon, savoir si l'enseignement qui était désormais laïque, vous l'avez compris depuis la loi Ferry de 1882, savoir si cet enseignement désormais laïque pourrait continuer à être dispensé par ce qu'on voyait dans beaucoup d'écoles publiques françaises, les religieux, par exemple les frères des écoles chrétiennes, et surtout les religieuses, par exemple les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Et je dis surtout les religieuses parce que dans les écoles publiques, au moment du vote de la loi Goblet, 7 garçons sur 100 avaient un maître congréganiste, un frère, alors que 32 filles sur 100 avaient une maîtresse congréganiste, une bonne sœur. Ça, c'est une moyenne nationale, parce que les situations étaient variables d'une région à l'autre. Pourquoi elles étaient variables d'une région à l'autre ? Parce que c'était les conseils municipaux qui pouvaient demander au préfet le remplacement du maître congréganiste par un maître laïque. Si je prends l'exemple de Paris, Paris était une pointe très avancée du combat pour la laïcité à cette époque. À Paris, dès 1880, il y avait 125 écoles totalement laïcisées, et il en restait 25 à laïciser. Et 25 à laïciser, vous comprenez bien ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire sortir les religieuses, les religieux, les exclure. Concrètement, laïcisation, ça s'entend comme ça. Ça s'entend comme marquer une frontière dans ce contexte scolaire. Et cette solution parisienne, on la trouve dans d'autres endroits de France, et c'est cette solution que généralise la loi Goblet en 1886 à l'ensemble du territoire national. Son article 17, toujours en vigueur, codifié à l'article 141-5 du Code de l'éducation, dispose que, dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Laïque, c'est-à-dire non clerc, qui n'appartient pas à un ordre religieux ou à un clergé. Et symétriquement, alors je crois que cette disposition a disparu, symétriquement, l'article 25 de la loi Goblet interdisait aux instituteurs et aux institutrices qui souvent étaient très mal payés, bien sûr, donc qui souvent, pour arrondir leur fin de mois, travaillaient dans le service public du culte. Par exemple, l'instituteur était chantre, ou il était organiste, ou l'institutrice proposait quelques petits services. Et donc, l'article 25 de la loi Goblet exclut pour les instituteurs tout emploi rémunéré ou gratuit dans les services des cultes. Donc vous voyez la symétrie. Les ministres du culte ne viennent plus dans les écoles publiques, les instituteurs publics n'ont plus rien à faire dans le service des publics, des cultes, le service public à l'époque, puisqu'il sera laïcisé en 1905, sera privatisé en 1905. Alors pourquoi fallait-il exclure les religieux de l'école publique ? Première raison, c'était dans la logique des choses. Il n'est pas rationnel, expliquait le rapport parlementaire de la loi Goblet, de mettre des religieux à la tête d'une école où l'enseignement de la religion n'a plus de place. Alors ici, j'ouvre une parenthèse parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, pour ceux d'entre vous qui vous intéressaient à la période, qu'il y avait quand même, à l'époque, non pas un enseignement de la religion,
chassé des programmes par la loi Ferry, mais un enseignement des devoirs envers Dieu, qui avait été réintroduit dans les programmes. Les devoirs envers Dieu, c'était un enseignement qu'on dispensait aux élèves de 9 à 11 ans. Et ces devoirs envers Dieu, c'est intéressant parce qu'ils devaient être enseignés à tous indistinctement. Donc vous comprenez d'emblée que ce n'est pas le Dieu d'une religion, hein. C'est un Dieu. Le Dieu de ce spiritualisme déiste qui était assez important dans le camp républicain au début des années 1880. Je vous lis le programme. Il faut habituer chaque élève à environner du même respect cette notion de Dieu, alors même qu'elle se présenterait à lui sous des formes différentes de celles de sa propre religion. Donc vous comprenez que ce n'est pas le Dieu des catholiques, le Dieu des protestants, etc. C'est un Dieu. Et sans s'occuper des prescriptions spéciales de chaque religion, l'instituteur s'attache à faire comprendre et sentir à l'enfant que le premier hommage qu'il doit à la divinité, c'est l'obéissance aux lois de Dieu, telles que les lui révèlent sa conscience et sa raison. Bon, donc il ne va pas les trouver dans le catéchisme, hein. Vous voyez, ce Dieu, c'était les instituteurs de l'époque. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir dans Histoire de l'éducation, le dernier numéro 2025, par Simon Quatros. Ce Dieu, finalement, c'était difficile pour les instituteurs de le présenter de cette façon assez désincarnée, celle du spiritualisme déiste. Et il a perdu du terrain, ce Dieu anonyme, enfin ce Dieu œcuménique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dès la décennie suivante au sein du corps enseignant, parce que il était compliqué à enseigner et beaucoup d'instituteurs très rapidement soit ont contesté sa présence au programme, soit ont complètement renoncé à dispenser cet enseignement. Et d'ailleurs, ça disparaîtra du programme en 1923, mais même bien avant 1923, les devoirs envers Dieu n'étaient plus enseignés. Bref, exclure les religieux de l'école publique, c'est parce qu'on ne parle plus de Dieu dans l'école publique. Bon, c'est déjà une première raison. Deuxième raison, à l'exclusion des religieux, il faut que l'instituteur n'obéisse qu'à la loi civile et qu'il n'ait pas d'autres supérieurs que des supérieurs civils. Or, un religieux, il a d'autres maîtres. Il sera donc soumis à une double allégeance. Et René Goblet l'avait dit à la droite, faites vos écoles privées, nous les respecterons. Mais permettez-nous en même temps de diriger comme nous l'entendons les écoles de l'État. Et dans les écoles de l'État, il n'y aura que des personnes soumises à l'autorité de l'État qui ne s'exerce pas au nom de Dieu. C'est bien certain. Troisième raison, elle est d'ordre politique. Le même Goblet avait déclaré au Sénat « Je ne comprends pas qu'on laisse le soin d'enseigner et d'apprendre les libertés civiles et politiques à des hommes qui n'ont ni la liberté de l'âme, ni la liberté de conscience, ni la liberté de penser. » Les membres des congrégations étaient hostiles par principe à la République, au principe de 1789, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de complètement étrange à leur confier la tâche d'instituer des républicains. Pour citer à nouveau la Ligue de l'enseignement, enfin Jean Massé, la tâche de faire des électeurs. Donc après la promulgation de la loi Goblet, les congréganistes masculins qui enseignaient dans les écoles publiques ont disposé d'un délai de 5 ans pour quitter leurs fonctions. Pour les religieuses, comme on n'avait pas encore assez de religieuses, d'institutrices laïques, les remplacements devaient se faire au fil de leur départ à la retraite. Alors à partir de là, et c'est tout le paradoxe de la laïcisation de l'enseignement public, en fait. À partir de là, on s'est dirigé directement vers le dualisme scolaire que nous avons encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant cette laïcisation, avant la loi Goblet, laïcs et congréganistes étaient en concurrence pour diriger l'école publique. Mais voilà, en fonction de la couleur, la majorité du conseil municipal, ce serait un frère des écoles chrétiennes qui allait la diriger, ou ce serait un laïc, mais tous les enfants, tous les élèves se retrouveraient dans la même école. On est bien d'accord. À partir du moment où, enfin, sauf le cas des écoles séparées, il y avait des écoles séparées, puis il y avait aussi des écoles mixtes quant au culte. On pourra y revenir si vous voulez, mais dans l'ensemble, l'immense majorité des villages de France, c'était une seule école, dirigée soit par un congréganiste, soit par un laïc. Mais à partir du moment où les laïcs n'ont plus leur place dans l'école publique, que s'est-il passé ? La constitution d'un réseau privé catholique. Et ce dualisme scolaire, il est l'héritier de la laïcisation de l'école publique. Après l'installation de ce dualisme scolaire, la concurrence a été pour que les élèves s'inscrivent, enfin, soient inscrits par leur famille, soit dans l'école publique, soit dans l'école
catholique, avec des événements, des moments au moment des guerres scolaires particulièrement virulents. Vous savez qu'il y a eu une grande guerre d'Emmanuel entre 1909 et la guerre, 1914, et donc les catholiques, le clergé catholique, sous l'instigation du Vatican, avait mis à l'index un certain nombre de manuels scolaires, avec des autodafés, etc. Et il y avait des pressions sur les parents pour qu'ils retirent leurs enfants de l'école publique où étaient ces livres maudits. Résultat, je donne un exemple en 1910, préfet du Morbihan écrit au ministre qu'il y a quelques écoles publiques qui n'ont plus d'élèves, d'autres qui en comptent 1, 2, 3. Les enfants de l'instituteur, ou bien du cantonnier, du facteur, du receveur buraliste. Donc je ne vous fais pas de dessin, c'est tous ceux qui étaient tous les fonctionnaires en fait. Les autres avaient subi de telles pressions qu'ils avaient dû remettre les enfants chez les sœurs ou chez les frères. Donc ce dualisme scolaire a déplacé le conflit entre un conflit pour la direction de l'école vers un conflit pour la maîtrise des élèves, enfin pour attirer les élèves dans les écoles. Et dans certaines régions, notamment dans l'ouest de la France, ça a divisé très profondément les villages. Alors j'achève ici cette séquence historique en vous signalant que la règle de l'exclusion des religieux de l'enseignement primaire a été étendue à l'enseignement secondaire par le Conseil d'État dans un arrêt Bouter de 1912. L'abbé Bouter, il voulait passer... excusez-moi, je cherche l'heure. L'abbé Bouter voulait passer l'agrégation de philosophie et le ministre lui avait refusé le droit de s'y inscrire. Il avait donc, cet abbé, saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État avait admis la légalité du refus prononcé par le ministre. Donc ça voulait dire que les membres du clergé non seulement étaient exclus de l'enseignement primaire, mais en plus l'étaient de l'enseignement secondaire. Alors il est vraisemblable qu'aujourd'hui, parce qu'on n'en sait rien de manière certaine, il est vraisemblable qu'aujourd'hui, pour l'enseignement secondaire, cette interdiction a disparu. C'est-à-dire, si vous êtes déjà professeur de philosophie et que vous devenez prêtre, vous pourrez rester professeur de philosophie. Ou si vous êtes abbé, vous pouvez passer l'agrégation de philosophie. Ou autre, évidemment. Alors, par contre, pour l'enseignement primaire, la règle posée par la loi Goblet demeure pleine et entière. Je vous lis... le collège de déontologie, je ne vous lis pas, le collège vous indique que le collège de déontologie du ministère de l'Éducation nationale, c'est un collège qu'on peut saisir quand il y a des petites ambiguïtés juridiques, alors que là il n'y en avait pas, mais enfin on lui demandait quand même. Le collège de déontologie du ministère de l'Éducation nationale a été saisi d'une question en 2021. On lui demandait si un professeur des écoles, donc le nouveau nom des instituteurs, si un professeur des écoles pouvait être ordonné diacre de l'Église catholique. Et la réponse a été certainement pas. Certainement pas. La loi, le code de l'éducation, établit une incompatibilité absolue entre l'état clérical et la profession de maître dans l'école primaire publique. Vous voyez, je suis déjà arrivé un peu à la période contemporaine et j'y arrive maintenant, au second temps de mon propos, la laïcité scolaire aujourd'hui. Il me semblait important de faire ce récapitulatif historique, ce rappel historique, parce que je pense qu'il reste très présent dans les esprits. En tout cas, il oriente un assez grand nombre de pratiques et même de normes, comme vous allez le voir dans un instant. Donc aujourd'hui, il est bien certain que l'école de Jules Ferry n'est plus du tout la nôtre. Là, la société a changé, l'école a changé, tout a changé. Bien sûr. Ça, il est certain que nous n'allons pas revenir au temps de Jules Ferry. Le ministre actuel de l'Éducation nationale a écrit d'ailleurs la semaine dernière aux professeurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont reçu cette lettre. Il a écrit à tous les profs français pour leur dire « Je ne crois pas que nous ayons besoin de ressusciter les hussards noirs », c'est-à-dire les instituteurs de l'école de Ferry. Mais il a quand même ajouté « Nous avons besoin en revanche, nous avons impérieusement besoin de leur état d'esprit et de leur combativité. » Pourquoi ? Pour mener une mission qui restait la même depuis Jules Ferry. C'est vraiment frappant quand on lit cette lettre de M. Geffray au prof, mais vous pouvez lire toutes les autres lettres et toutes les autres circulaires de tous les ministres. Depuis Jules Ferry, vous allez toujours arriver à la même conclusion. On maintient une double mission pour l'école, qui se déploie selon d'autres modalités qu'à la fin du XIXe siècle, évidemment. Une double finalité, instruire, évidemment. Instruire une jeunesse au-delà de 13 ans. Maintenant, évidemment, les enfants restent à l'école bien après 13 ans. Et puis,
les enfants ont d'autres sources pour s'instruire que la simple école, que la classe, ils acquièrent des connaissances à l'extérieur. Mais enfin, ce cap instruire demeure évidemment un cap pour l'école publique. Et puis le deuxième cap qui est, le ministre le rappelle dans sa lettre, instituer la personne, instituer le citoyen. Ce qui suppose de fabriquer du commun. Fabriquer du commun, c'est ce que raffirme l'article 7 de la Charte de la laïcité à l'école. Vous savez que cette charte a été publiée en 2013, qu'elle est affichée dans tous les établissements scolaires, qu'elle est également communiquée aux parents, qu'ils la signent. Donc une réaffirmation de la philosophie propre de la laïcité de l'école. Article 7, la laïcité de l'école assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. Sous la Troisième République, on parlait de promouvoir la fraternité entre les élèves. Aujourd'hui, on évoque plutôt le vivre ensemble, mais peu importe, parce que l'idée est la même. L'idée, c'est de faire partager. Faire partager, ça veut dire amener à être partie prenante d'un destin collectif, d'une culture commune. Ça, c'est le but politique, disons, de l'école qui se double d'un but plus centré sur l'individu, instituer des personnes. Et là aussi, la charte de la laïcité à l'école est très explicite. Article 6, la laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, pour exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Et c'est à la fois fabriquer du collectif et instituer des individus. Ça, c'est tout le volet politique de la mission de l'école. C'est sa finalité émancipatrice, où chaque enfant doit trouver les outils pour affirmer sa propre individualité, pour ne plus être simplement l'enfant de ses parents. Alors, je ne prétends pas que notre système éducatif réussisse à donner aux élèves tous les instruments dont ils ont besoin pour cette construction de soi, pour aussi avoir les moyens d'une autodéfense intellectuelle dont ils ont besoin aujourd'hui plus que jamais pour se défendre contre le complotisme, le populisme, le fanatisme. Enfin, vous savez bien toutes les difficultés qui assaillent les élèves, autant que nous tous ici d'ailleurs dans cette salle. Mais nous sommes peut-être un peu mieux armés que des enfants. Il n'en demeure pas moins que l'émancipation par le savoir, par le développement de l'esprit critique, même si c'est une tâche inachevée par définition, est l'idéal régulateur qui oriente toutes les pratiques éducatives et le fonctionnement même des établissements scolaires. Et ça, c'est un idéal qui nous vient en droite ligne de la période des fondateurs de la Troisième République. Bon, et alors la religion dans tout ça, puisqu'il faut bien y revenir. La religion, aujourd'hui, à l'école, vous avez bien compris que la laïcité scolaire s'est construite contre la religion. C'est pas la peine de se mentir là-dessus. C'est pas la peine de tout le temps exalter la loi de 1905 et ses vertus soi-disant pacificatrices et de vivre ensemble. Bon, non, la laïcité scolaire, elle s'est construite contre la religion. C'est un combat. Voilà. Et plus précisément, comme disait Ferdinand Buisson, un des grands maîtres d'œuvre de l'école publique laïque, l'école est absolument étrangère à l'idée religieuse, à la pratique religieuse, à la controverse religieuse. On ne peut pas le dire autrement. Elle s'est construite, cette école publique, en refoulant hors de ses murs le Dieu des religions révélées, leurs dogmes, leurs ministres, leurs valeurs, leur conception du monde. Moi, il me semble que ce cordon sanitaire tient bon. On pourrait en reparler si vous voulez, mais de mon point de vue, ce cordon sanitaire demeure très présent, à la fois dans les pratiques éducatives, dans les textes et dans les têtes. Je dirais qu'il a même été renforcé dans la période récente. Et je vais commencer par dire un mot de ce renforcement. J'évoquerai ensuite sa contestation. Ce renforcement du principe de séparation de la religion et de l'école, il s'est manifesté essentiellement par la loi du 15 mars 2004, qui dispose que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les élèves, de manière générale, ont l'obligation d'user de leur liberté d'expression, je cite le Code de l'éducation, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. Ça, c'est fixé. Un élève, c'est pas comme vous et moi. Nous, on dit à peu près ce qu'on veut dans le respect de la loi de 1881, dans le respect en général des lois qui encadrent l'exercice public de la liberté d'expression. Mais un élève, non. Lui, il est soumis au règlement intérieur, sa parole est très encadrée. Par exemple, il doit être poli. Nous, ici, personne ne nous dicte d'être poli. Si on veut être grossier, on sera grossier, c'est pas bien, mais il n'y aura aucune sanction. Les élèves, leur liberté d'expression, elle est encadrée, et notamment par le respect du pluralisme et du principe de neutralité.
D'ailleurs, même les élèves, ils peuvent prendre la parole que quand on la leur donne, hein, en classe par exemple. Bref, plus spécifiquement s'agissant de leur liberté d'expression religieuse, ils doivent l'exercer depuis cette loi de 2004 dans le respect d'un principe de discrétion. Cette obligation de discrétion dans la manifestation des convictions religieuses a une triple raison d'être: protéger la liberté de conscience des élèves contre la pression, même involontaire, que pourrait exercer sur eux l'exhibition de signes religieux par leurs camarades, surtout si les camarades en question sont nombreux. Deuxièmement, protéger l'ordre public scolaire contre les risques de conflits entre élèves, qui ne sont pas des conflits imaginaires, hein, et qui sont des conflits d'autant plus qui menacent d'autant plus d'éclater que l'affichage de la religion est prégnant. Et puis permettre à chaque élève d'être pleinement un élève. Vous savez bien que dans l'école publique française, il n'y a pas d'élèves musulmans, il n'y a pas d'élèves catholiques, il n'y a pas d'élèves témoins de Jéhovah, il n'y a que des élèves. C'est le commentaire qu'avait fait Ferdinand Buisson après la loi Ferry de 82. Parce que cette loi de Ferry de 82 a supprimé les écoles séparées pour les protestants et pour les juifs, ainsi que ce qu'on appelait les écoles mixtes quant au culte. Et donc il avait dit: toutes les écoles publiques sont désormais mixtes quant au culte. Et puis il s'est repris, il a dit ou plutôt, et c'est ça qui est important, ou plutôt, l'école devenue laïque ignore tout ce qui a rapport à un culte quelconque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école multiconfessionnelle. Il y a une école où les élèves n'ont pas de confession. L'école publique est laïque parce qu'elle accueille depuis 1882 tous les enfants des deux sexes, français et étrangers, sans distinction de religion. On ne connaît pas sa religion, on ne demande pas à l'enfant d'où il vient, on ne lui demande pas de certificat de baptême, de judéité, de preuve d'appartenance à quelque culte que ce soit. Une fois que l'enfant est à l'école, il est un élève et il est traité comme tel, dans une ignorance délibérée, complète et parfaite de la religion de ses parents. Ça, c'est le principe même établi en 1882, et je pense que ce principe demeure un principe chéri, à la fois dans le corps enseignant et de la part des familles qui attendent ça aussi. C'est pour ça que l'école laïque est pour les élèves une chance, parce qu'elle leur permet de se déprendre, de quitter pendant le temps de l'école leur maison, leur famille, leur communauté, pour n'être rien d'autre qu'un élève. Et ça, je ne dis pas que l'école y réussit toujours, parce qu'évidemment, l'école, elle est prise dans la société, bien sûr. Mais elle doit être un espace où les assignations religieuses, identitaires, sociales sont suspendues. À l'école, seule doit s'imposer la règle scolaire. Aucune autre allégeance ne vaut. Et donc, arriver à l'école dans une tenue qui manifeste hautement, ostensiblement, qu'on ne tentera pas cet effort de déprise, cet effort de dédoublement, cet effort de mise à distance, c'est une contradiction dans les termes. Alors à ça, on oppose parfois, et j'en viens aux critiques contemporaines de la laïcité scolaire, à ça on oppose parfois une exigence d'authenticité, de sincérité, une conception de la religion comme inhérente à l'identité de la personne. Et donc il serait violent, il serait mutilant d'interdire sa manifestation ostensible, c'est-à-dire son affichage. Et on l'entend souvent, hein, cet argument, vraiment très souvent. Et moi, je pensais que cette objection était propre à la période contemporaine, puisque nous traversons une période d'identitarisation de la religion, hein, chacun le voit. Identitarisation de la religion, c'est-à-dire qu'on serait musulman ou catholique tout le temps, partout. Ce serait comme une double peau. Et donc à l'école, on devrait dire aux élèves, comme chez McDo, venez comme vous êtes. Et en leur imposant une retenue dans l'expression de leurs convictions religieuses, on les obligerait, et c'est ça qui serait violent, on les obligerait à se cacher, à mentir, à trahir. Ça, c'est un discours qu'on entend. Mais j'ai découvert que ce refus du dédoublement, de la mise à distance, en fait, il est contemporain de la loi Ferry. Il est contemporain de la loi Ferry. Il a été martelé par l'opposition catholique avec des formulations qui ont pu être écrites hier, hein, quand on les lit, mais on se dit c'est pas possible, ça vient d'être écrit. Je vous cite l'évêque Frépel. Alors l'évêque Frépel, c'est un évêque flamboyant, député du Finistère,
à la Chambre, qui a ferraillé contre Ferry, Baird, contre la totalité des Républicains. Et donc le 22 décembre 1880, il a cette grande tirade que je dois vous lire parce que vraiment, on pense qu'elle a été écrite hier. Vous pouvez transposer Église par n'importe quel autre culte, hein, bien sûr. On ne puise pas la croyance à l'Église pour la laisser à la porte de l'école. Cette croyance suit l'enfant partout. Elle s'identifie à lui. Elle a besoin d'être éclairée et soutenue à l'école, comme dans la famille, comme à l'église. L'enfant ne se dédouble pas. Il est tout un. Vous ne voudrez sans doute pas prononcer sur lui, au moral, le jugement de Salomon, le couper en deux moitiés, dont l'une resterait séparée de l'autre. Chrétien dans sa famille, chrétien à l'église, il doit être également chrétien à l'école. Par conséquent, vous devez l'y traiter comme tel. Donc là, vous avez compris. Là, on est aux antipodes, on est au contraire exact de la décision de principe sur laquelle repose l'école publique. Il n'y a pas d'enfants chrétiens dans l'école publique avec des élèves. Et donc, au moment où s'exprime l'évêque Frépel, cette vision de l'enfant qui ne se dédouble pas, bien sûr, s'insérait dans une critique d'ensemble dont la clé de voûte était le refus complet de séparer la morale de la religion. L'idée d'une morale qui tient debout toute seule, celle dont la loi Ferry a décidé qu'elle se substituerait à l'instruction religieuse, cette idée donc d'une morale autonome était récusée par la droite catholique qui a réclamé l'abrogation de la loi Ferry pendant des décennies, même après la Première Guerre mondiale. Elle y voyait une pure et simple aberration, puisque comment un athée pourrait-il être moral ? Comment un athée pourrait-il être vertueux ? Elle y voyait aussi une machine de guerre pour déchristianiser la France. C'est le thème de l'école sans Dieu. Alors ce thème de l'école sans Dieu, je pense qu'il a largement disparu du répertoire des critiques de la laïcité scolaire. En tout cas, il ne s'exprime pas publiquement, sauf si on lit les productions de Daesh, mais qui existent, où Daesh dénonce avec véhémence la laïcité scolaire française comme un tissu de mensonges et de mécréances. Mais ça reste hyper marginal, tout en étant très dangereux, naturellement, ça, bien sûr, mais c'est hyper marginal. Dans l'ensemble, le thème de l'école sans Dieu ne fait plus partie du répertoire des critiques de l'école publique. En revanche, la dénonciation de la neutralité scolaire comme fausse neutralité reste, je pense, assez largement répandue. Cet argument de la fausse neutralité scolaire, on peut l'envisager sous deux angles. Premier angle, ça consiste à dire un silence total sur les religions, c'est tout sauf un silence. Je vous cite là encore l'évêque Frépel, ne pas parler de Dieu à l'enfant pendant 7 ans, alors qu'on l'instruit 6 heures par jour, c'est lui faire accroire positivement que Dieu n'existe pas ou qu'on n'a nul besoin de s'occuper de lui. Votre école neutre, que vous le vouliez ou non, deviendra logiquement, forcément, l'école athée. Deuxième variante de l'argument, qui celle-ci, je pense, est beaucoup plus actuelle, l'enseignement dispensé dans l'école publique peut contrecarrer l'instruction religieuse donnée à l'enfant en dehors de l'école. Ça, c'est une évidence. La vraie neutralité, disaient les catholiques de l'époque, ça doit être une neutralité respectueuse des croyances, c'est-à-dire une neutralité qui ne doit pas contredire, qui ne doit pas ruiner l'autorité des croyances. C'est ce qu'on appelle la neutralité quant aux effets. C'est pas seulement ce qu'on dit, c'est dans les effets que peut produire ce qu'on dit. Et donc, il y aurait par exemple une atteinte à la neutralité lorsqu'on fait naître dans l'esprit de l'enfant un doute, une dissonance cognitive. Pourquoi, à l'école, quand on lui enseigne les mécanismes de la reproduction humaine, comment c'est compatible avec ce qu'on lui dit au catéchisme sur les conditions de la naissance du Christ ? Comment il va faire pour rendre compatibles ces deux messages ? C'est la dissonance cognitive, et toute la thèse de la neutralité qui doit être respectueuse des croyances consistait à dire vous ne pouvez pas semer ainsi le doute, introduire des éléments dans l'esprit de nos enfants qui vont contredire ce que nous on essaie de leur dire. Par exemple, à l'école on disait vous avez le droit d'avoir une religion ou de ne pas avoir de religion.
C'était dans les manuels d'instruction manuels d'instruction civique. Ça, vous n'imaginez pas au Parlement les débats enflammés et les bagarres terribles que ça a suscité, puisque la droite catholique, l'opposition, disait mais vous n'avez pas le droit de dire ça au fils d'un catholique. Vous n'avez pas le droit de lui dire il a le droit de ne pas avoir de religion, puisque nous on lui dit, son père lui dit, son curé lui dit, tu dois avoir une religion, et c'est la religion catholique. Donc, si vous lui dites qu'il a le droit de ne pas avoir de religion, vous comprenez bien que vous ruinez notre autorité. Mais, sur ce point, l'école laïque n'a jamais cédé. Elle ne peut pas s'abstenir de présenter aux élèves leurs droits de ne pas avoir de religion, le droit de changer de religion, ça c'est sûr. Elle ne peut pas s'abstenir de leur présenter le système solaire, la théorie de l'évolution, les guerres de religion, les grandes œuvres du corpus littéraire et philosophique. Même si ça contrarie, ça contredit, ça sape l'enseignement religieux. Et ça, c'est ce que dit aujourd'hui le Conseil d'État aux associations catholiques qui attaquent toujours les campagnes d'information sur la contraception, par exemple, la lutte contre les discriminations sexistes ou homophobes, la circulaire Blanquer sur les élèves trans ou l'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité, on a eu un arrêt encore récemment, en juin 2025 du Conseil d'État, puisque donc, vous savez qu'on a des nouveaux programmes d'EVARS, éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité dans les collèges et lycées. Elle était attaquée donc comme étant contraire à la neutralité scolaire au sens soutenu par les associations catholiques. Et le Conseil d'État a répondu que non. On traite dans ces programmes les aspects biologiques et juridiques de la sexualité. Les aspects juridiques de la sexualité, c'est toutes les sexualités sont égales lorsqu'elles sont naturellement entre adultes consentants. Ça, vous comprenez bien que là, il y a tout de suite un problème. Donc bref, les aspects juridiques et biologiques de la sexualité sont présentés aux élèves. Les notions de consentement aux relations sexuelles sont présentées aux élèves. Ça, c'était le cœur de la contestation. Et l'identité de genre est présente dans les programmes. Et le Conseil d'État explique que tout ça s'est présenté de manière neutre et objective, en tenant compte de l'état de la science et de l'état du droit, sans inciter les élèves à adopter de comportements particuliers en la matière. Donc on ne dit pas aux élèves ce qu'ils doivent faire de leur vie sexuelle réelle, actuelle ou future. On leur présente. Il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de pression. Il y a quand même un message moral, ça ne faut pas se le cacher non plus. Le message moral, c'est le message de l'égalité, de la non-discrimination et de l'égale dignité de tous. Les hommes, entre les hommes et les femmes, entre les homosexuels et les hétérosexuels, entre les trans et les autres, enfin bon, bref. Ça, le Conseil d'État le nie, mais je pense que c'est pas utile de le nier. Oui, il y a un message politique, bien sûr. Oui, il y a un message moral. C'est pas que l'état des connaissances et du droit présenté de manière totalement neutre. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de comparer avec en juin 2025, le même mois, aux États-Unis. Vous avez eu un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui, au contraire, a déclaré contraire à la Constitution fédérale un enseignement obligatoire qui cherchait simplement à sensibiliser les élèves, très petits, des élèves très petits, à la diversité des identités sexuelles et des identités de genre. En gros, ils avaient des livres de classe où on leur expliquait que les couples de personnes de même sexe vivaient une vie parfaitement normale, qu'ils étaient sympas, que c'était pas des monstres, que c'était des gens normaux. Bon, voilà. C'était ça, c'était les livres d'images et des livres de lecture. Et la Cour suprême a admis que montrer ces livres aux élèves, ça portait atteinte à la liberté de religion des parents, parce que dans leur religion, l'homosexualité est une abomination, et que donc ils ont le droit de transmettre cette religion sans que l'école contrecarre cette œuvre de transmission, la neutralité quant aux effets. Et donc ça, vous voyez, c'est le truc impossible en France, parce que le problème a été réglé à la fin du 19e siècle, et je pense de manière définitive, c'est-à-dire que la neutralité s'entend comme l'interdiction de toute propagande, l'interdiction de tout prosélytisme confessionnel ou anticonfessionnel d'ailleurs, point. Pour le reste, l'école accomplit sa mission de transmission à la fois des connaissances et aussi des valeurs. Si ça heurte, si ça contrarie, si ça contredit la transmission de certains enseignements religieux, c'est aux familles de se débrouiller avec ça. L'école ne le prend pas en charge. Donc,
L'argument qu'on appelle aujourd'hui la primauté éducative des parents, en France, ne prospère pas, ne peut pas prospérer, parce que l'école où l'enfant entend le contraire de ce qui se dit chez lui ne fait que mettre en œuvre, et c'est ma conclusion, ce que Jaurès appelait les droits de l'État laïque enseignant. Les droits de l'État laïque enseignant. Et j'ai commencé par vous lire la disposition de la Constitution qui est relative. Parce que ces droits de l'État laïque enseignant sont corrélatifs du devoir d'enseigner, de dispenser l'instruction, puisque c'est un droit de l'enfant. L'enfant a un droit à l'instruction, a le droit de développer librement son intelligence, sa personnalité. Et dans la philosophie scolaire républicaine, les droits de l'État laïque enseignant passent avant les droits des parents. Ils priment. Parce que l'enfant n'appartient pas à ses parents, parce que l'école a pour mission de le conduire vers l'autonomie intellectuelle, morale, politique. L'école publique n'est pas simplement une instance de transmission des connaissances, elle a un projet politique, elle a une mission émancipatrice. Et donc voilà, la laïcité qui est la raison d'être de l'école publique, c'est le libre examen, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de critiquer et c'est la liberté de se déprendre. Je vous remercie pour votre attention.